Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer avec quelques minutes de retard, mais merci d'être là dans des circonstances assez exceptionnelles, puisque c'est quand même les Jeux Olympiques. Et ici, à la Cité internationale universitaire, le service de sécurité est particulièrement puissant, puisqu'il y a 2300 gendarmes et policiers qui habitent là en ce moment, donc on est particulièrement bien protégés. Enfin, sauf s'ils sont partis sur des sites, ce que j'imagine quand même. Donc, 34e nuit des étoiles, donc qui démarre ce vendredi avec d'excellentes nouvelles. Donc, nous allons parler du dispositif, des nouvelles que l'Association française d'astronomie souhaite vous communiquer. Nous allons parler du thème des nuits des étoiles, donc origine, thème scientifique, et puis nous allons parler de l'observation du ciel et de ses moyens. Donc les nuits des étoiles sont quelque chose que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, donc soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNES, le ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, Casio, le PEPR Origine, CNRS, l'ANR, Unistellar, Ciel et Espace, organisé par l'Association française d'astronomie. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne, et tous ceux qui, sur le terrain, donc, soutiennent cette manifestation. Tout de suite, donc, Olivier Lazernias, président de l'Association française d'astronomie, je te propose de nous décrire le dispositif et de nous dire quelles sont les deux choses exceptionnelles que nous souhaitons communiquer cette année. Voilà, c'est à toi. Merci Alain. Alors effectivement, ça fait un tiers de siècle quand même, ça a l'air de rien, mais on a passé le tiers de siècle de Nuit des étoiles, donc on commence à avoir vraiment une action dans la durée. Et quand on pense que ça va durer encore au moins 2 tiers de siècle, on voit la perspective historique quand même. Effectivement, cette année, avec tous les partenaires qu'Alain a cités, on est associé avec tous les sites. On a une offre qui est pour l'instant à 575 manifestations. Hein. Le compteur bouge un peu. C'est un peu comme les médailles, mais ça bouge même plus vite. Et donc, on est vraiment avec 575 événements recensés. Vous avez vu qu'en plus des 3 nuits qui sont les nuits principales, il y a des événements qui sont organisés tout au cours du mois d'août. Il y a de l'offre en ligne qui permet aussi d'organiser son propre site. Et donc, on est sur une année vraiment très, très riche. Il y a plus de 350 consortiums d'organisation, consortiums locaux d'organisation. C'est vraiment ça l'idée Nuit des étoiles, c'est qu'on est dans un système agrégatif, c'est-à-dire que à la fois il y a une coordination nationale, il y a une thématique, il y a une ligne et un message général, mais en même temps il y a vraiment une dynamique des territoires, une dynamique des acteurs locaux qui est fantastique et qui est vraiment la force du dispositif. Alors, Alain fait allusion au message qu'on a à faire passer. En fait, cette année, on est vraiment dans une année où on peut commencer à dire que tout le travail fait autour de la protection du ciel nocturne commence à fonctionner en France, quoi. Donc, je vous renvoie évidemment au numéro qui est actuellement en kiosque de Ciel et Espace qui porte sur Admirer les étoiles et les meilleurs endroits en France. En fait, on voit la conjonction de plusieurs choses. On a la modestie de dire que ce n'est pas uniquement nous qui sommes responsables avec les nuits des étoiles de l'amélioration de la qualité. Il y a plein de phénomènes conjoints. D'abord, il y avait une volonté très forte depuis des décennies de vraiment faire reconnaître le ciel comme un patrimoine commun. Hein. Ça, c'est très, très important et le message a commencé à passer. Et puis, il y a eu toute une série d'éléments qui sont liés en particulier à la loi Grenelle 2, aux économies d'énergie, à des programmes qui ont été développés par les associations avec qui on a mis en place des choses, comme par exemple la NPCEN, l'Association pour la protection de l'environnement nocturne, avec les labels villes et villages étoilés, plus de 800, si je ne m'abuse, sites qui sont labellisés. Et puis, la grande nouveauté depuis la dernière décennie, c'est vraiment les réserves de ciel noir, avec donc en 2013 le Pic du Midi, en 2018, si je ne m'abuse, les Cévennes, ensuite Alpes, Azur, Mercantour en 2019, en 2021 le Limousin, Ligvache, et puis très récemment maintenant le Vercors, le plateau du Vercors.
Et puis d'autres candidats qui arrivent derrière, en particulier le Morvan, la Corse, etc. Et donc, il y a vraiment une double dimension là, qui est une transformation locale avec de plus en plus de bourgs, de villes et de villages, y compris en dehors des parcs, un peu partout, qui réduisent l'éclairage pour des raisons d'économie d'énergie, mais aussi pour des prises de conscience que ce n'est pas la peine d'envoyer des watts et des lumens dans tous les sens, alors que finalement notre œil s'habitue à l'obscurité, d'une part, qu'on n'a pas besoin d'éclairer quand on n'est pas là, et que finalement, une des plus belles choses, c'est de voir le paysage terrestre sous le paysage de la Voie lactée, des étoiles, etc., et que l'environnement ne s'arrête pas à quelques kilomètres. Donc on a cette dimension vraiment qui touche, y compris même dans les grandes villes, avec des quartiers où on réduit l'éclairage. C'est renforcé par ce que Grenelle 2, la loi, a porté sur l'obligation d'éteindre les sites industriels, les commerces, les publicités, etc. Aussi les réglementations sur les lampadaires qui doivent éclairer vers le bas. Et puis en plus, le développement de ces réserves avec l'International Dark Sky Association, là, qui labellise un peu partout dans le monde, donc nos 5 réserves en France, on a vraiment une double transformation en même temps. On a craint un moment que l'arrivée des diodes LED et tout ça pourrisse quand même notre enthousiasme, mais en fait on voit que les élus locaux, on voit que les partenaires, on voit même que les habitants commencent à comprendre qu'effectivement on a l'idée que la lumière serait vraiment synonyme de sécurité et que la nuit étoilée serait synonyme de danger. Ça commence à disparaître. Et en revanche, la protection du ciel, c'est synonyme d'économie d'énergie, c'est synonyme de spectacle, c'est synonyme d'une compréhension vraiment intelligente, pertinente de l'environnement, et donc les choses bougent. Il y a encore des points rouges avec les satellites, les galaxies de satellites, mais les choses deviennent vraiment positives, et le moment pour en parler vraiment, c'est la nuit des étoiles. Je ne dis pas qu'on doit donner une médaille d'or forcément à toutes les communes et à tous les élus locaux de France, mais ça bouge vraiment. Est-ce que tu penses justement que les nuits des étoiles, au bout de 30 et quelques années, ont changé aussi les mentalités, puisque c'est surtout en France aujourd'hui qu'on observe ce changement en termes d'éclairage? Je pense que c'est le meilleur endroit pour en parler. Je pense que la nuit des étoiles, c'est un catalyseur en quelque sorte. C'est la presse, c'est les partenaires, c'est toute une série de personnes qui ont redécouvert chaque année, notamment avec la nuit des étoiles, que l'astronomie c'était passionnant, que le spectacle du ciel c'était un son et lumière permanent et qu'il ne fallait pas s'en priver, quoi. Et je pense que ce qu'on a fait avec ce rendez-vous annuel, puis maintenant bisannuel avec les nuits des étoiles d'hiver, on est dans quelque chose qui rappelle ça. Et bon, c'est comme si on se demandait s'il y a un rapport entre le sport et les Jeux Olympiques. Oui, il y en a un. Et pour moi, il y a un rapport entre la protection du ciel et les nuits des étoiles. Merci Olivier. Le thème donc des nuits des étoiles cette année s'appelle Origine. Alors c'est un thème très large. Je remercie Maud Langlois de nous avoir rejoints. Vous êtes astrophysicienne spécialisée dans les exoplanètes, l'étude, la recherche des exoplanètes. Vous travaillez donc au Centre de recherche astrophysique de Lyon, CNRS, et vous êtes co-animatrice avec Alexandro Morbidelli de ce programme Origine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est et je dirais ce que vous souhaitez communiquer à travers les nuits des étoiles au public qui va découvrir le ciel? La recherche des origines, quand on regarde le ciel d'été, on se dit, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'on est tout seul, comment on va plus loin, voilà. Alors, merci de m'avoir invité. Et puis, du coup, le PEPR Origine, c'est vraiment un programme d'investissement pour des développements technologiques. Il y a quand même un lien, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est vraiment une grosse partie d'observation et donc faire en sorte que les gens aussi puissent voir par eux-mêmes, sortent, aillent regarder le ciel, c'est très important. C'est là que commence. Nous, on capture des photons et c'est cette information-là qui nous est utile de manière observationnelle. Donc la thématique des origines, elle est assez large. Le PEPR Origine couvre des thématiques variées, allant de la formation de notre propre système solaire
à la vie, l'émergence de la vie dans notre système solaire ou à l'extérieur, donc sur les exoplanètes qui sont des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles. Donc cette thématique est assez large et là, pour la nuit des étoiles, au moins, les questions qu'on se pose, vous les avez dites, c'est-à-dire est-ce qu'on est seul, est-ce que la vie a pu émerger, quelle est la quantité de hasard qui a fait que nous, on est dans notre propre système comme on est. Il y a quand même des grosses questions, c'est-à-dire qu'on ne connaît qu'un seul système où la vie est ce qu'elle est pour l'instant, et tout le monde peut se demander comment ça s'est produit et si il y a quand même des chances que ça se passe ailleurs. Donc pour l'instant, on n'a pas ce genre de preuves. Il reste des grandes questions et les développements technologiques du PEPR Origine visent à répondre à ces questions. Ce qui est remarquable quand on regarde le PEPR, parce que PEPR, ça veut dire programme d'équipement et de recherche prioritaire. C'est un programme de France 2030 pour vraiment de l'innovation en grande partie en planétologie et en astrophysique. Ce qui est remarquable, c'est la vision globale. Moi, je remarquais par exemple que vous aviez en projet de développer des nouveaux sismomètres à mettre sous les océans pour regarder comment les mouvements tectoniques très, très fins, très faibles peuvent être détectés. Il y a toujours ce lien entre la Terre, le ciel et ce qu'on développe ici en termes d'instruments, en tout cas de nouvelles technologies. Vous l'utiliserez pour la recherche spatiale. Donc, c'est ça, ça va de notre Terre à nous jusqu'à chercher des exoplanètes, détecter des éventuels signes de vie avec des instruments sur des très, très grands télescopes. Donc ça, c'est vraiment une partie technologique où on n'utilise que la lumière et on en a assez peu. Donc, cette partie observationnelle est forte, mais elle nécessite des grands télescopes pour avoir des choses plus pointues et accès à des informations qu'on ne peut pas avoir à la nuit, bien évidemment. Naturellement, on va vous poser des questions dans le public sur les sites. Quand est-ce qu'on va trouver de la vie ailleurs? Est-ce qu'il y en a, etc. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour répondre à cela? Vous dites qu'il nous faut faire sauter des verrous technologiques. Ça veut dire quoi, faire sauter des verrous technologiques? Alors, en observationnel, capturer un signe de vie, c'est très, très compliqué parce qu'il y a, au moins à partir du sol, il y a l'atmosphère, il y a beaucoup de difficultés et on cherche à déverrouiller cette partie et en parallèle aussi à reproduire en laboratoire, par exemple, des conditions d'émergence de la vie et voir comment elle peut se produire. Donc, il y a vraiment un panel large qui va de la chimie à l'exobiologie, à l'observationnel et à la modélisation. Il y a une partie intelligence artificielle, par exemple, qui vise à mieux appréhender les données dont on dispose pour essayer de capturer justement les informations qu'on cherche et qu'on n'arrive pas à obtenir jusque-là. Il y a une partie sociologique aussi. Et celle-ci, elle est importante pour nous parce que est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce que font un grand nombre de scientifiques, je veux dire, sur la quête des origines, est comprise dans la société? Est-ce que vous avez besoin de renforcer le lien avec la société comme vous le faites aujourd'hui avec le dispositif des Nuits des Étoiles? Alors, c'est un sujet important pour le PEPR parce que c'est une question assez critique. C'est-à-dire, si on annonçait, on a trouvé la vie quelque part, il pourrait y avoir dans la société des réactions assez particulières ou effrayées. C'est pas anodin. Donc, il faut au moins appréhender à l'avance comment on gère cette partie. Je ne dis pas qu'on va avoir cette réponse prochainement, mais il faut. Et puis, l'intérêt que suscitent ces questions est aussi important à appréhender dans le contexte du PEPR. Il y a un investissement important sur ces questions. C'est normal que la société aussi puisse échanger autour de ces questions-là. Donc, ça, c'est vraiment une problématique importante. Il y a aussi une partie analyse chimique des retours d'échantillons, par exemple martiens, qui pourraient revenir à terme. Et ça peut susciter aussi des craintes. On amène quand même du matériel qui n'est pas terrestre sur la Terre. Comment on appréhende tout ça? Donc, il y a ces questions dans la recherche en SHS, dans le PEPR, qui sont importantes. Et à partir du moment où c'est de l'argent public, d'expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire, d'expliquer quels sont les résultats,
et ce que vous en attendez, quoi. Bien sûr, c'est un retour important effectivement d'expliquer ce qui est fait, et aussi donc dans le programme, il y a quand même des investissements qui visent des retombées sociétales, c'est-à-dire la création de start-up, la formation de jeunes doctorants, post-doctorants pour les industries d'avenir aussi. Donc c'est bien qu'il y ait cet échange dès le début. Donc c'est un programme qui dure 7 ans, mais on veut vraiment avoir des échanges sur ces questions-là. C'est pas toujours simple pour les scientifiques de communiquer avec le public. Quand on a démarré les Nuits des Étoiles il y a longtemps maintenant, on s'était rendu compte que les observatoires professionnels étaient fermés au mois d'août parce que les gens étaient en vacances, ce qui était assez logique. Et est-ce que, je dirais, l'exemple des nuits, je suis désolé d'insister un petit peu là-dessus, mais vous donne, je dirais aussi, un peu l'exemple du lien nécessaire et obligatoire qu'il doit y avoir avec le public pour expliquer ce qu'est la recherche. Oui, là, ça touche un public très, très large. C'est important. On n'a pas d'autre moyen de toucher un public si large. Et c'est une très, très belle occasion de communiquer en partenariat avec les nuits, bien sûr. Alors, je terminerai en disant juste que le PEPR dure jusqu'en 2030, si mes souvenirs sont. C'est ça. Et doté d'environ 40 millions d'euros vous allez me dire exactement le budget. Mais c'est 45 millions. 45 millions de financement, ce qui est extrêmement important. Mobilise 8 domaines différents et 33 établissements. Si les infos sont bonnes. Oui, alors des grands établissements, mais c'est des partenaires dans toute la France. La France. Dans votre numéro spécial, il y avait une répartition française qui est assez large. Il y a beaucoup de labos, beaucoup de chercheurs. C'est toute la communauté qui travaille sur ces questions-là qui est impliquée dans le PEPR origine. Et vous êtes bien spécialiste de la détection directe des exoplanètes. C'est ça. Donc moi, j'utilise des grands télescopes pour capturer la lumière qui provient des exoplanètes directement par détection directe. Ça veut dire que vraiment, on capture les photons qui viennent de ces exoplanètes. Alors, c'est des exoplanètes qui sont très massives, très jeunes, parce que les planètes qui ressembleraient à notre Terre ne peuvent pour l'instant pas être détectées de manière directe. Il y a un biais, oui. Et justement, les technologies qu'on développe, c'est pour aller vers ce type de détection. Au compteur non pas des médailles, mais des exoplanètes, on en est à combien? Alors, mais c'est en détection indirecte, il y en a des milliers, donc c'est plutôt 4000 exoplanètes qui sont connues, mais plutôt de manière indirecte. Et de manière directe, il y en a une vingtaine, une trentaine, mais c'est vraiment des planètes très, très massives, donc plusieurs masses de Jupiter, et qui sont jeunes et chaudes pour qu'on puisse les détecter dans l'infrarouge. Les sœurs jumelles de la Terre? Alors, en détection directe, non. En détection indirecte, il y a quand même... Alors, pas exactement, non. On n'arrive pas à trouver un système qui est à l'identique. Il y a toujours des petites différences. Mais ça peut aussi permettre de créer d'autres formes de vie. Enfin, on ne sait pas. On n'a pas forcément besoin d'une réplique à l'identique. C'est une autre question. C'est une autre question. Et ça pose la question de savoir si on est unique en tant que système, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Maud Langlois. Merci. Merci à vous. Et puis, les Nuits des Étoiles, et bien évidemment, c'est la première occasion pour plein de gens d'observer le ciel pour la première fois. Et pas seulement pour la première fois, parce qu'il y a aussi, je dirais, ceux qui, depuis des années, vont observer sur des sites qui sont ouverts pendant plusieurs jours, à l'œil nu, avec des jumelles, des télescopes. Et il y a une autre révolution qui n'est pas seulement celle des exoplanètes, mais celle des télescopes, alors, que vous avez baptisé télescope intelligent. Je ne sais pas si on peut parler d'une forme d'intelligence, mais aujourd'hui, je dirais, vous considérez, Laurent, qu'il y a eu... Alors, je rappelle que vous êtes le patron, le CEO d'une entreprise extrêmement importante en France aujourd'hui, et je dirais qu'elle est, en plus, elle est française. Vous êt le fondateur d'Unistellar, et vous développez toute une gamme de télescopes qui sont des télescopes qui sont utilisables en ville particulièrement, mais pas seulement. Je me souviens, on a fait une observation l'an dernier au parc Montsouris, où la présidente de l'Observatoire de Paris qui était présente là a découvert pour la première fois dans votre télescope que s'affichaient des nébuleuses, des galaxies, en plein Paris, avec une lumière absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette révolution? Et moi, je dirais aujourd'hui, comment on aborde l'astronomie quand
débute ou simplement on veut s'intéresser au ciel? Avec plaisir, oui. Alors, moi, je suis cofondateur d'Unistellar. On est 4 au départ. Et on est 4 au départ qui étaient passionnés d'astronomie. Certains d'entre eux ont été biberonnés à la nuit des étoiles quand ils étaient gamins. Donc voilà, pour les origines d'Unistellar, on peut dire que la nuit des étoiles, c'est une des origines d'Unistellar, importante. Donc oui, Unistellar, nous, on a mis au point des télescopes qui permettaient d'aller plus loin dans la satisfaction de notre curiosité, notre appétit de voir l'univers, de le découvrir. Celui qu'on avait quand on était tout petit, qu'on allait sur un site partenaire de la Nuit des Étoiles, dans un club d'astronomie, voir avec des télescopes, etc. Et donc, ces télescopes, on les a baptisés télescopes intelligents parce qu'en fait, ils sont extrêmement simples à utiliser. Ils sont capables de pointer tout seuls dans le ciel, de montrer des objets qui sont difficiles à pointer, à trouver dans le ciel. Et puis, ils sont capables de renseigner l'utilisateur sur ce qu'on est en train de voir, d'expliquer, voilà, c'est une galaxie, etc., de donner des informations. Et puis enfin, ils sont capables de montrer, de donner à voir ces objets magnifiques, colorés, variés, que sont les galaxies, les nébuleuses, les comètes, ces objets mystérieux et très très beaux, qu'on ne peut pas voir ou très très difficilement dans un télescope classique. Donc voilà ce qu'on fait. Et voilà pourquoi aussi on est fiers d'être partenaire de la Nuit des Étoiles, d'avoir de nombreux télescopes sur de nombreux sites d'observation pour donner à voir toutes ces merveilles de l'univers. Donc voilà, oui. Et vous associez dans ces technologies, parce que je veux dire, il y a des versions différentes chaque année, et là on voit arriver chez vous des télescopes qui marient la technologie optique, c'est-à-dire on peut regarder derrière un oculaire de très grande qualité, puisque c'est du Zeiss d'ailleurs, Nikon, Nikon, et qu'on peut aussi, je dirais, mettre sur son smartphone, sur sa tablette et partager l'image. Donc ce sont des technologies qui sont en évolution constante aussi. Alors, ce sont des technologies qui sont en évolution constante. Nous, on a des télescopes qui fonctionnent un petit peu comme des caméras, où on va utiliser la puissance et la sensibilité d'un capteur et de l'électronique pour voir plus loin, qui fonctionnent purement comme des caméras. On va afficher ça sur son téléphone, etc. Et puis des télescopes un peu hybrides, on a ajouté un oculaire électronique qui va permettre de se plonger dans l'observation de façon beaucoup plus sensoriellement naturelle, c'est-à-dire qu'on va voir l'image à l'infini, etc., comme on le verrait dans un télescope. Mais ça reste des télescopes électroniques. Voilà. Ce qu'on vient de lancer récemment, ce sont des jumelles intelligentes qui fonctionnent différemment. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'une jumelle intelligente? Alors, justement, des jumelles intelligentes, ce sont des jumelles qui permettent de guider l'utilisateur dans son exploration du ciel à travers de la réalité augmentée. Allez-y. C'est-à-dire, je prends une paire de jumelles, je ne connais pas le ciel, je pointe et ça me guide. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir en surimpression par rapport à ce que vous voyez naturellement dans les jumelles, une carte du ciel qui va apparaître et vous allez pouvoir requérir une cible. Par exemple, vous avez entendu parler d'une comète à la radio et vous n'avez jamais réussi à pointer une comète quand on en entend parler à la radio. Et ben, vous pouvez la demander à la paire de jumelles, elle va vous guider et vous allez pouvoir apprécier sa beauté parce que vous êtes guidé très précisément par les jumelles. Donc c'est le mariage de la technologie, je dirais, du numérique, d'une carte du ciel avec l'optique. Exactement. Mélangé. Waouh. Et on appelle ça M-Vision. Donc ça, c'est... M-Vision. Voilà. Et ça, c'est en diffusion maintenant. Et ça, donc c'est en pré-commercialisation. On vient de lancer le projet. Oui. Et ce sera disponible. Donc, vous pouvez le précommander à un prix très, très réduit en attendant qu'elles arrivent d'ici une quinzaine de mois. Quel est votre sentiment sur... alors, on dit toujours qu'il y a entre 5 000 et 10 000 télescopes qui sont vendus chaque année en France pour observer le ciel, que les gens les gardent chez eux précieusement. Ça ne se revend pas, il n'y a pas de marché d'occasion parce que c'est dans le grenier, c'est pour pointer la Lune pendant les nuits des étoiles. Vous pensez qu'il y a toujours cet engouement d'observation, que le télescope est comme une sorte de machine merveilleuse à voyager et qu'on continue à
chercher, je dirais, des instruments qui sont utilisables partout. Ça fait toujours rêver, je trouve, les télescopes. Ça fait penser à ce voyage dans ce monde un peu mystérieux des étoiles. Moi, les chiffres que j'ai, c'est qu'il y a 5 millions de télescopes qui sont vendus chaque année dans le monde. 5 millions. Ouais, l'immense majorité, ce sont des petits jouets à quelques dizaines d'euros qu'on va offrir à Noël. Il y a à peu près 10%, 500 000 télescopes un peu sérieux qui sont vendus dans le monde chaque année. Effectivement, un des grands acteurs traditionnels du télescope, un des grands fabricants traditionnels, disait que leur plus gros compétiteur, leur plus gros concurrent, c'est le grenier, parce que les gens, effectivement, ont tendance à utiliser ça 1 ou 2 fois, être un peu découragés parce que c'est compliqué à utiliser, et ensuite ça finit au grenier. Et ça, c'est une des choses que nous, on a essayé de résoudre et qu'on a résolu, puisqu'on a un taux d'utilisation de nos télescopes qui est plus de 10 fois supérieur aux télescopes traditionnels, avec nos télescopes, parce qu'ils sont simples d'utilisation, parce qu'on peut les utiliser aussi en ville, parce qu'ils ont des technologies de correction de la pollution lumineuse, et puis parce qu'ils permettent de voir beaucoup plus de choses. Et puis, Oui, allez-y. et ils permettent même de participer à la recherche. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Laurent Marchesi. C'est vous, Unistellar, vous poussez aussi à ce qu'il y ait de la participation avec ces instruments, à de la science participative. Vous parlez des comètes, mais il n'y a pas. On peut peut-être aussi des exoplanètes. Oui, oui. C'est un des liens aussi qu'on a avec le thème de cette année. C'est que nos utilisateurs peuvent participer à un programme qu'on a en partenariat avec la NASA et le programme TESS de détection d'exoplanètes. Donc là encore, un lien avec les origines pour Unistellar. On a des centaines d'utilisateurs de par le monde qui font des observations de transit d'exoplanètes. Alors, nos télescopes, pour être très puissants, ils ne sont pas suffisamment puissants pour voir une exoplanète directement. Donc, pour voir directement la lumière qui serait réfléchie par la planète, la lumière de son étoile. Mais on est capable de détecter lorsqu'une planète va passer devant son étoile, entre nous et son étoile. Elle va occulter une partie de sa lumière, elle va avoir une décroissance de quelques pourcents de cette luminosité. Et ça va permettre d'estimer la taille, d'avoir des données sur sa trajectoire, etc., en faisant une série de mesures. Et nos utilisateurs sont aujourd'hui capables de collaborer efficacement avec la NASA. Il y a même un financement de la NASA pour développer ces applications. Et on a des utilisateurs qui sont co-auteurs de découvertes dans des papiers scientifiques maintenant. Maud Langlois, c'est important pour les chercheurs d'exoplanètes comme vous d'avoir ces contributions amateurs. Alors oui, la science participative, ça permet d'impliquer beaucoup de gens et dans ce type d'observation, on a besoin de beaucoup d'observations, donc c'est vraiment une niche. Après, c'est pour certains sujets, mais c'est très porteur et c'est très intéressant, bien sûr. D'avoir un maximum de données. C'est complémentaire, c'est-à-dire que oui, il y a des missions spatiales et en complément, on a quand même besoin d'observations sur Terre et vraiment quand c'est adapté, c'est-à-dire ce qui est fait ici est parfaitement adapté à ce type d'observation, ça enrichit effectivement notre connaissance. Laurent, où allez-vous observer pour les Nuits des Étoiles ? Alors, moi, j'irai sûrement dans le Vercors. Parce que C'était à l'élastique. J'aime beaucoup aussi. Parce que j'ai envie d'aller voir. Moi, j'aime beaucoup cette région-là et j'ai envie d'aller voir cette année les cieux magnifiques qu'il doit y avoir maintenant qui sont partenaires de la Dark Sky Association. Donc oui, ça va être là. Et puis je serai passé. On a de nombreux partenaires qui vont avoir des télescopes. Oui. Unistellar sur de nombreux sites dans toute la France. Beaucoup d'Iviscope. Voilà, beaucoup d'Iviscope, qui est le nom de notre télescope. Et donc, vous pouvez d'ailleurs voir sur la carte des partenaires de la Nuit des Étoiles sur le site de l'AFA, ceux qui ont un télescope Unistellar qui vous permettra de voir plus de choses si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, Laurent. On va conclure avec Olivier à qui je vais juste demander ce qu'il y a à voir dans le ciel et qui est important qu'on peut donner comme et juste aussi rappeler une chose, c'est que ces Nuits des Étoiles sont dédiées à Hubert Reeves
nous a quittés il y a quelques mois. C'était important parce que Hubert était parmi les fondateurs et des premiers animateurs des Nuits des Étoiles lorsque nous faisions des grandes émissions avec France Télévisions, France 2 à l'époque. Et voilà, ça c'est une première chose. Et la seconde, c'est que je voulais remercier Jean Plantu, l'ami Plantu, qui, comme quelques années, a accepté de faire le dessin de l'affiche qui est vraiment formidable. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cette contribution pour nous. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier, à voir dans le ciel cette année? Alors c'est super parce que on a hésité, pour tout vous dire, on avait hésité entre le week-end dernier et ce week-end-ci, hein, on se posait aussi la question des Jeux Olympiques, etc. Et en fait, on a choisi avec raison ce week-end-là parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut sous la main, quoi, en gros. On a une toute petite lune en début de nuit. Alors si on a un horizon vraiment, vraiment dégagé vers le sud, et qu'on est dans des endroits très protégés, comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, on peut même voir la planète Vénus et la Lune vraiment juste après le coucher du Soleil, hein, vers le sud-ouest. Et puis ensuite, la Lune reste, c'est les périodes de l'année où la Lune reste très très basse, donc elle n'est pas gênante. Il y aura un très fin croissant, sans doute avec la lumière cendrée en plus, très très joli, très bel objet à photographier. Et puis le rapprochement Lune-Vénus demain soir aussi. Et puis ensuite, on a vraiment, on est sur le maximum des étoiles filantes des Perséides. Hein, donc, on a dit dans le dossier de presse 100 étoiles filantes à l'heure, c'est le chiffre officiel de ce qui est visible quand on peut regarder à 360 degrés. Unistellar n'a pas encore fabriqué des All Sky caméras, mais on en a. Donc, en gros, si vraiment on a une bonne chaise longue, une bonne couverture qui a pas de brume, et qu'on est dans un ciel noir, on peut arriver normalement au maximum, hein, à en voir dans une direction précise, vraiment plusieurs dizaines. Et donc là, c'est vraiment les 3 jours parfaits pour ça, même jusqu'au 12, et pas de lune gênante. Et puis ensuite, on a évidemment le ciel profond. Alors même si on n'a pas de télescope ou de télescope intelligent, à l'œil nu quand même, on a une voie lactée fantastique. Hein. C'est le moment... où on voit le centre de la galaxie, les nébulosités je regarde par là parce qu'en fait le sud il est là, mais donc c'est par là. Avec les nébulosités dans la Voie lactée, en fait, on voit vraiment la structure des bras de notre galaxie, hein, comme ça. Et puis les étoiles devant très brillantes. Et puis en termes de planètes, on est vraiment bien servi. Dès qu'il fait nuit, il y a Jupiter qui se lève, hein, Saturne pardon qui se lève. Donc Saturne avec un anneau un peu fermé, donc il y a une vision assez intéressante à regarder, très 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 facile à observer avec un télescope classique ou intelligent. Et puis quand on est bien rassasié avec tout ça, on a Mars et Saturne et Jupiter, pardon, décidément, qui se lèvent vers 2h du matin côté est et qui vont devenir vraiment très très brillantes dans le lever du soleil. Il y a une probabilité non nulle. Pour l'instant, c'est pas très bon, hein, mais il y a une probabilité non nulle d'aurore polaire quand même, hein, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais le 10 mai de cette année, on a eu des aurores boréales visibles sur toute la France, et même plus au sud, hein, visibles en plein Paris, sans problème. Donc là, normalement, il n'y a pas d'événement solaire catastrophique qui pourrait amener des aurores énormes, mais c'est encore probable qu'il y en ait. Alors, c'est plutôt pour vraiment le nord, mais ça vaut le coup de surveiller. Et puis, sinon, voilà, on a vraiment le catalogue complet. Et alors, si on a un télescope intelligent, effectivement, tout ça est émaillé de nébuleuses planétaires, de petites galaxies qui sont fantastiques au télescope. Merci Olivier, merci Maud, merci Laurent. Il me reste à remercier le CNES, notre partenaire historique, essentiel, important, fondamental, qui nous aide aussi à organiser cette manifestation avec beaucoup de bonheur. Casio, qui est notre partenaire aussi et notre soutien depuis plusieurs années, qui n'a malheureusement pas pu assister à cette conférence aujourd'hui, mais qui reste pour nous extrêmement important, ainsi que le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Voilà, les intervenants sont à votre disposition pour toute interview et discussion, bien sûr. Merci.
Et je rajouterais que dans le prolongement, le programme des veillées des nuits aux étoiles permet, pendant tout le mois d'août, de poursuivre ces observations si elles n'ont pas été concluantes, même si elles ont été concluantes ce week-end en famille et chez soi avec ce programme. Merci à tous.